participer à cette deuxième journée du congrès Représentation de la violence faite aux femmes dans les arts, lecture philosophique, artistique et littéraire. Si les communications d'hier apportaient des pistes de réflexion à l'aide des perspectives philosophiques, épistémologiques et sociologiques, à la croisée de plusieurs discours écoféministes, abolitionnistes, mystiques et d'autres débats passionnants et fascinants qu'on a eu dans l'après-midi, cette journée va se focaliser sur les représentations artistiques, particulièrement les littéraires. Dans un premier temps, c'est avec grand plaisir que nous accueillons Malika Madi et Aiko Solovkin, ici présentes, deux écrivaines belges qui sont venues nous parler de deux de leurs romans, Les silences de Médéa et Rodéo. Elles partageront avec nous leurs écritures de la violence subie par les femmes et, dans une moindre mesure, celle faite par les femmes. L'attitude complice ou militante de celle-ci, ou devrais-je dire de nous toutes, permettra peut-être de creuser la notion de sororité ou d'adelphité après la voie intersectionnelle soulevée hier. Et après une petite pause à midi, nous nous retrouverons, petite pause, je précise, nous nous retrouverons à 12h30 pile pour la deuxième partie de la matinée où on va basculer de l'écriture, et qu'on verra tout à l'heure, à la lecture. Et cette deuxième partie de la matinée nous fera voyager aussi bien dans les arts, littérature et chansons que dans l'espace, la France, l'Amérique latine et l'Espagne, afin d'insister sur l'universalité de ce fléau qu'est la violence systémique, à partir d'un regard anthropologique et social sur les productions culturelles contemporaines. Ceci dit, je vais passer à présenter la première de nos intervenantes, Malika Madi, et à votre droite, qui va nous donner une petite communication sur le viol comme arme de guerre. Malika Madi est née à la Estre en 1967, donc en Belgique. Et il s'agit, donc c'est une auteure belge d'origine algérienne, et en 2000, son premier roman, Nuit d'encre pour Farah, a remporté le prix de la première œuvre de la communauté française de la Belgique. Depuis, Malika Madi a publié 3 autres romans, dont Les silences de Médéa, en 2006, qui a bénéficié d'une adaptation cinématographique. Et elle est aussi autrice de deux essais et une pièce de théâtre. 3 pièces de théâtre. 3. Oh. Mea culpa. Ces œuvres abordent des sujets difficiles et presque toujours en lien avec la thématique de la double nationalité, le choc des cultures, l'immigration et le racisme. Les questions de l'égalité des sexes et de la religion reviennent aussi régulièrement sous sa plume. Et en parallèle à son travail d'autrice, Malika Madi anime également des ateliers d'écriture dans les écoles. Donc merci beaucoup d'avoir fait le déplacement pour être avec nous aujourd'hui et tu as la parole. Merci, bien, merci à toi et merci à Aiko de m'accompagner aussi aujourd'hui pour ce débat. Merci à Bélène pour son invitation. Merci à Claudia pour tout le travail logistique assez lourd. Et je sais que je n'ai pas toujours été réactive, donc pardon parfois pour ça. Merci encore donc de m'accueillir. Je suis ravie de revenir pour la deuxième fois ici à Valladolid et rencontrer les étudiants et le public. Avant de vous parler des silences de Médéa, donc le roman qui parle des femmes victimes de viols en Algérie pendant les années 90, enfin 90, donc violées par des islamistes, et de vous parler de la guerre civile, j'aimerais qu'on brasse un portrait assez large du viol comme arme de guerre depuis finalement la création. La femme a toujours été, disons, l'exutoire du guerrier, a toujours été en quelque sorte la récompense de l'ennemi, comme si finalement la femme était un objet, qu'elle était, elle était source d'une appartenance et non pas une entité à part entière. Et donc, j'ai essayé ici de retracer brièvement, disons, sur l'histoire un peu comment le viol a été utilisé comme arme de guerre et comment surtout le viol fait partie d'une tactique de guerre et parfois même une politique de guerre, ce qui est encore plus grave évidemment puisque ce n'est plus une démarche uniquement spontanée de malades qui viennent violer des femmes, mais vraiment une tactique, une politique pensée, réfléchie pour mettre à bas l'ennemi, puisqu'il faut toucher l'ennemi là où ça fait le plus mal, là où ça fait le plus, ou là où il est le plus fragile, et c'est ces femmes et ces filles. Donc hier soir, j'ai un peu réfléchi à la manière dont j'allais vous parler de ça. Bon, c'est vrai que je vais beaucoup vous parler de mon roman parce que, étant algérienne, évidemment, j'ai beaucoup travaillé sur la question des femmes. Alors, il y a 2 phases en Algérie. Bon, il y a des femmes qui ont été violées pendant la guerre d'Algérie. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la guerre d'Algérie entre 54 et 62.
l'Algérie disons, voulu gagner son indépendance, et la France, qui était présente depuis 1832, refusait évidemment de laisser partir ce pays qui était une sorte de deuxième Côte d'Azur, hein, puisqu'il faut, pour ceux qui connaissent un peu l'Algérie, c'est un pays qui ressemble très fort, en tout cas sur la côte, moins quand on descend vers le Sahara, bien entendu, mais la côte algérienne, c'est la Côte d'Azur. Moi, quand je vais à Saint-Tropez, quand je vais à Cannes, je me dis, mais je suis en Algérie, en fait. Donc pendant des décennies, donc la France évidemment refusait de quitter ce pays qui était l'Algérie, qui était finalement à 1000 km en traversant la mer. Et ça s'est passé aussi par le viol, par les soldats français qui ont massivement violé les femmes algériennes. Donc il y a cette première période dont on peut parler tout à l'heure, mais il y a aussi donc cette deuxième période de l'histoire algérienne, qui est une période, je dirais, très dure, très cruelle. Et justement, avec Bélène, on a assisté dimanche, donc avant-hier, aux commémorations de la République, c'est ça, hein, l'anniversaire de la République, et on s'est rendu compte qu'en fait, les femmes sont toujours les premières victimes. C'est toujours celles qu'on attaque en premier. Et en Algérie, ce qui m'a frappée, je le disais à Bélène, en fait, quand des soldats violent les femmes de leurs ennemis, on peut potentiellement comprendre. Mais quand des hommes violent des femmes de leur propre communauté, de leur propre religion, qui sont leurs sœurs, qui sont leurs voisines, qui sont leurs amies d'enfance, là, il y a une dimension quand même qui, me semble-t-il, est une dimension qui est encore d'une autre envergure et qui découle d'une autre dynamique. Voilà, donc je vous parlerai peut-être plus profondément, si on a le temps tout à l'heure, réellement du roman et du contexte, et surtout comment j'ai eu envie d'écrire Les Séances des médias et pourquoi j'ai eu envie d'écrire ce roman-là. Mais donc, pour rester quand même dans la thématique, je voulais quand même vous parler de... voilà, donc cette image, je la trouve très belle et très dure, de ce corps de femme décharné, et de ce diable, hein, l'homme représenté peut-être ici comme le diable, et qui lui arrache finalement le cœur, parce que, enfin, plutôt l'estomac, hein, puisqu'on dit j'ai mal au cœur, mais finalement l'angoisse et les traumatismes, c'est au cœur de l'estomac, c'est au cœur du ventre qu'on le vit, c'est pas là, c'est là. Et donc on lui arrache son âme, on lui arrache ce qu'il y a de plus, disons, de plus fragile et de plus important, qui est quand même cette partie intime de la femme, qui est son sexe. Donc je trouvais cette image très forte et je voulais la partager avec vous. Alors, je vous disais tout à l'heure, oui, que finalement, aujourd'hui, vous savez ce qui se passe dans le monde, l'Ukraine. Beaucoup de femmes sont violées par les Russes en Ukraine. Le 7 octobre dernier, des membres du Hamas sont entrés en Israël et ont commis ce pogrom en violant aussi des jeunes femmes juives. Ils en ont kidnappé un certain nombre, et au jour d'aujourd'hui, certains ont été libérés et d'autres sont toujours sous les mains des membres du Hamas, donc probablement qu'elles subissent aussi des actes de viol. On saura, l'histoire nous le dira. Mais dans la mythologie grecque, déjà, à l'époque de l'Antiquité, eh bien, l'idée du viol existait, puisque Cassandre, hein, qui sera violée par Ajax, parce qu'au moment de la chute de Troie, donc c'est une guerre qui là aussi donnera une sorte de blanc-seing à l'homme pour violer la femme qui fait partie de son ennemi, puisque c'était une Troyenne, Cassandre, et qu'elle sera donc elle aussi violée par Ajax, qui sera évidemment recherchée par les Troyens, mais l'histoire, je ne sais plus s'il le rattrape ou pas, mais en tout cas, c'est déjà dans la mythologie grecque quelque chose qui existe et dont on parlait déjà dans le Cyclade. Alors, donc, ici, en fait, je peux lire avec vous, hein, donc il est impossible d'évaluer dans l'histoire longue la récurrence de l'usage du viol en temps de guerre. Toutefois, l'apparition du nouveau paradigme viol comme arme de guerre, reconnu à la fin de la décennie 1990 par le droit international, amène à s'interroger sur sa nouveauté. En effet, avant les années, excusez-moi, je suis un peu rhumée, mais avant les années 1990,
on parlait, enfin, oui, on parlait pas beaucoup du viol en temps de guerre. Alors, bien sûr, pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de femmes ont été également victimes de viols de la part des Allemands. Je pense que dans d'autres pays en guerre, les femmes ont toujours été victimes de ça. Mais dans les années 90, il y avait une dimension, je dirais, il y a eu une dimension un peu particulière parce que c'est une décennie qui a connu énormément de conflits interethniques. La Yougoslavie, hein, donc on sait qu'il y a eu cette terrible guerre entre les Serbes et les Bosniaques notamment. Ah oui, je vais peut-être passer à... Oui, je fais comme une parenthèse parce que je voulais vous conseiller, je suis un peu brouillon, pardon, mais ce livre, pour ceux que ça intéresse ce sujet-là, c'est un de vos compatriotes, José Ramón Cubero, c'est comme ça qu'on le prononcerait qui est professeur agrégé d'histoire et enseignant à Tarbes, qui a écrit un livre magnifique sur la femme et le soldat et qui retrace le phénomène du viol en temps de guerre. Et c'est vraiment un travail scientifique ici, hein, donc c'est pas uniquement un livre d'impression, c'est un vrai travail qu'il a mené. Et c'est tout à fait passionnant de le lire. Alors c'est pour ça que je vous ai mis d'ailleurs deux petits extraits très courts. La guerre n'est qu'une affaire d'hommes. Et les femmes ont toujours subi, dans leur chair, les outrages commis par des soldats aux pulsions déchaînées. De simples butins, vécus par le guerrier comme une juste gratification de son ardeur combat, à l'arme de guerre entrant dans une stratégie délibérée, le saccage du corps féminin constitue une tragédie permanente de l'histoire. Je trouve ça très beau. Et très juste en fait, et ça, c'est un lien avec ce que je vous disais en ouverture de notre petite conférence. Autre extrait que je trouve très intéressant du livre de José Cubero, Guerre de 100 ans, campagne d'Italie au siècle de l'humanisme, dévastation du Palatinat, occupation de l'Espagne par les armées de Napoléon, sac de Nankin, sévices franquistes, drame algérien, ou plus récemment purification ethnique en Bosnie et génocide rwandais, tous ces conflits et bien d'autres ont livré la femme à une brutalité sexuelle incontrôlée. Donc c'est vraiment exactement un peu le sujet que moi j'ai voulu aborder aussi dans mon travail d'auteur. Mais je reviens maintenant un peu à cette décennie des années 90, 90, et à quel point ça a fait basculer les mentalités, aussi bien de la part de l'opinion publique que de la part des politiques, puisque il faut savoir que dans les années 90, donc je vous parlais de l'ex-Yougoslavie, des Serbes violaient massivement des femmes bosniaques. Ils les séquestraient, ils les gardaient, donc elle tombait enceinte. Et la politique des Serbes à l'époque, puisque la Bosnie voulait son indépendance, c'était de créer une nouvelle génération de Serbes en Bosnie. Donc c'était vraiment un calcul, c'est pas uniquement, comme le disait précédemment José Cubero, c'est pas seulement une pulsion incontrôlée, c'est aussi une politique de peuplement, hein, puisque quand on veut garder, disons, des terres, un pays, eh bien, on se dit il faut engrosser les femmes, il faut qu'elles accouchent d'enfants qui seront ensuite... Donc ce problème bosniaque, serbo-bosniaque, eh bien, a réellement... d'abord parce que c'est l'Europe, bien sûr, on est toujours beaucoup plus touché par ce qui se passe à nos portes. Hein. C'est normal, je ne vais pas jeter l'opprobre aux pays occidentaux, c'est nos voisins, ils nous ressemblent, voilà, donc on est beaucoup plus... Il y a une sorte d'identification beaucoup plus importante que quand c'est le Rwanda, justement, où on a su tout ça que bien après. Et donc tout ça pour vous dire que, par exemple, j'ai repris ici des témoignages de femmes rwandaises qui l'écrivent avec leurs mots à elles. Je vais le lire pour que vous puissiez aussi en profiter. Pendant le génocide, les milices qui étaient postées au barrage ont dit qu'ils me protégeraient. Mais au lieu de cela, ils m'ont gardée et m'ont violée dans leur maison. Un milicien me gardait pendant 2 ou 3 jours et ensuite un autre venait me choisir. Donc ici, je parle en fait, c'est ce qui est encore plus terrible, donc des Tutsis. Hein. Donc elle était avec des Tutsis. Hein. Si les tueurs entraient dans la maison, les Hutus, les miliciens disaient que j'étais leur sœur. J'ai dû rester avec ces hommes, sinon j'aurais été tuée.
C'était des conditions très favorables à la transmission du VIH. Là aussi, on ne se rend pas compte du nombre de femmes qui ont été contaminées par le VIH à cette époque-là. J'ai réussi à fuir à Kigali et quand je suis rentrée, j'ai appris que mon mari avait été tué. Mon mari était Hutu et il avait obtenu une carte d'identité Hutu pour moi en espérant que cela me protégerait. Ça n'a malheureusement pas été le cas puisqu'elle a eu le VIH. On ne sait pas aujourd'hui si elle est décédée du sida ou pas. Donc Francine à Kigali. Alors un autre témoignage que je veux partager avec vous, si vous me le permettez. Au cœur d'une offensive de grande ampleur lancée par l'armée du gouvernement dans la forêt de Kishwati, j'ai réussi à m'enfuir alors que tout le monde était dispersé et je suis rentrée à la maison. Quelques années plus tard, un soldat du RPF est venu chez moi. Il voulait avoir une relation sexuelle avec moi. J'ai essayé de le convaincre que j'étais séropositive et que je ne pouvais pas avoir de relation sexuelle. C'était comme un viol. Comme c'était un soldat, j'ai senti que je ne pouvais pas crier. Il voulait m'épouser et comme c'était un soldat, j'ai cru que je n'avais pas le choix. Je lui ai fait faire un test le lendemain du viol et en fait, il était déjà séropositif. Angèle, également de Kigali. Voilà, donc des témoignages comme ça, il y en a eu énormément. Voilà, donc en fait, il y a comme une sorte, en lisant finalement avec vous, il y a comme une sorte de résignation. C'est comme ça, je dois accepter. C'est des soldats, je suis une femme, et donc quelque part, elles n'ont pas la latitude de pouvoir se défendre et la latitude de pouvoir se revendiquer en tant que femme. Alors heureusement, chez nous en Europe, évidemment, les choses ont changé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de viol, hein, bien entendu. Mais je reviens à la Bosnie, donc pendant la guerre de Bosnie, donc je vais lire avec vous. Le viol pendant la guerre de Bosnie était une politique de violence systémique, c'est ce que je vous disais. Engrosser les femmes, les séquestrer de manière massive, et comme ça, elles accouchent de Serbes. Si des hommes de tous les groupes ethniques ont commis des viols, la grande majorité des viols ont été perpétrés par les forces serbes de Bosnie et les unités paramilitaires serbes qui ont utilisé le viol comme instrument de terreur et de nettoyage ethnique. Les estimations du nombre de femmes bosniaques violées pendant la guerre varient entre, j'adore ce chiffre, hein, entre 10 000 et 50 000. Hein, donc ça nous laisse quand même, ça ne veut rien dire en fait. Hein, entre 10 000 et 50 000, ça ne veut strictement rien dire. Avec l'estimation supplémentaire que pour un viol signalé, il y a 15 à 20 cas non signalés. Donc ces chiffres-là ne veulent strictement rien dire, mais je voulais quand même les partager avec vous. C'est toujours utile d'avoir une idée de... Et donc, petite parenthèse quand même par rapport à ça, quand j'ai écrit Les silences de Médéa, dont je vous parlerai dans un instant, j'ai essayé de me documenter. On est quand même dans les années... J'ai publié Les silences de Médéa en 2003. L'année de naissance de ma fille, d'ailleurs, c'est très particulier. Le livre est sorti en septembre. Et ma fille est née en septembre. C'était pour moi deux chocs, et, que j'ai très mal d'ailleurs. Enfin, je vous expliquerai ça tout à l'heure. Mais qu'est-ce que je disais ? Je suis un peu perdue maintenant. J'ai changé de phase. Donc, qu'est-ce que je disais, Bélène ? Je parlais de... Oui. C'est ça. Oui, je reviens. Quand j'ai écrit Les silences de Médéa, en 2003. Donc, il n'y avait pas Internet comme maintenant, donc on ne pouvait pas s'informer, on ne savait pas. Bon, moi, j'avais envie de parler de ce problème du viol. Et j'ai un jour entendu le témoignage d'une Bosniaque, je l'ai lu, qui disait, parce que je suis partie du principe, peut-être que Aiko vous dira la même chose, elle vous parlera de son livre dans un instant, mais en tout cas, moi, je n'ai jamais connu ça, donc je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'on ressent au moment où ça arrive ? Alors, il y a bien sûr le viol, et puis il y a le viol collectif. Alors je ne dis pas que c'est moins grave d'être violé, mais le viol d'un homme et d'un viol de plusieurs, c'est certainement, je suppose, psychologiquement une affaire différente. Et donc j'ai essayé de m'informer, me dire, voilà, j'ai écrit un livre sur le viol, mais moi je n'ai pas connu ça, donc comment est-ce que je peux être au plus près de la réalité ? Parce qu'il ne faut pas que les gens me disent « ouais, c'est con, c'est pas comme ça, c'est nul ». Donc j'ai vraiment essayé d'être au plus près. Et donc j'ai découvert le témoignage de cette femme, donc bosniaque, qui disait qu'elle ne ressentait plus le bas de son corps. Qu'à partir de la taille jusqu'au pied, c'est une partie qui était morte. Comme vous savez, quand quelqu'un est amputé du bras ou de la main, il y a ce qu'on appelle la sensation du membre fantôme, comme si votre main ou votre jambe était toujours présente. Donc votre cerveau envoie des signaux en disant « mais si, tu as toujours cette main qui n'est plus là en fait ». Je pense qu'il y a l'effet inverse aussi, c'est-à-dire qu'on a une partie du corps qui est là, mais qui a tellement été malmenée, traumatisée, violentée, que le cerveau, pour survivre, dit « cette partie-là n'existe plus ».
C'est une partie qui, pour moi, est morte le jour où j'ai été violée. Et donc, c'est à partir de là, dans les années 90, 90, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le chiffre 90, que l'opinion internationale a réalisé que le viol était considéré comme une arme de guerre. Alors, le tribunal pénal international, donc le TPI, à l'époque, donc, s'est penché sur la question et a déclaré que le viol systémique et l'esclavage sexuel en temps de guerre était un crime contre l'humanité, juste après le crime de guerre, de génocide. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a instauré cette idée qu'un crime, un viol commis en temps de guerre était considéré comme un crime contre l'humanité. Alors, ici, donc, on dit que ce n'est pas considéré le viol comme un génocide. Beaucoup ont conclu que la nature organisée et systémique des viols de masse de la population féminine bosniaque, musulmane, je tiens quand même peut-être à le préciser, que ces viols faisaient partie d'une campagne de génocide plus large que les forces serbes menaient une politique de viol génocidaire contre ce groupe ethnique de Bosnie. C'est là où l'opinion publique s'est dit, mais attendez, il y a un problème avec le viol collectif et le viol de guerre. Et donc aujourd'hui, donc 6 mois après le début de la guerre en Bosnie, une mission d'enquête européenne menée par l'ex-Yougoslavie rendait ses conclusions. Au cœur du conflit opposant les Serbes, les Bosniaques et les Croates, le viol était déjà présenté comme une stratégie de guerre. Un rapport européen parlait alors de 20 000 femmes violées en ex-Yougoslavie. Un autre rapport de l'ONU mentionnait également 119 cas de grossesse issus d'un viol. Alors, évidemment, ça, c'est des femmes qui disent oui, mais il faut savoir que aussi bien pendant la guerre d'Algérie, aussi bien pendant la décennie du terrorisme en Algérie qu'en Bosnie, les femmes ne le disent pas. On ne peut pas les dire. Vous savez, j'ai été violée, cet enfant-là est issu du viol. Donc, encore une fois, moi, les chiffres, je reste extrêmement prudente. C'est juste à titre d'information que je vous les donne ici. Alors, les années 90 sont des années aussi, la guerre de Tchétchénie. Donc, il y a eu 2 guerres en Tchétchénie. Il y en a une en décembre 94. Les troupes russes donc envahissent la Tchétchénie. C'était suite à la chute du mur de Berlin. La Russie, l'URSS, disons, explose et différents pays se créent dans l'Ukraine aujourd'hui, dont Poutine voudrait retrouver la souveraineté, je dirais. Et donc il y a eu une guerre avec donc la Tchétchénie était l'un des seuls pays qui n'a pas pu avoir son indépendance. Tout simplement parce que ce pays frontalier de la Russie est un passage pipeline de pétrole entre le Moyen-Orient et la Russie. Donc la Tchétchénie était excessivement importante pour les Russes, primordiale. Donc les Tchétchènes se disent mais pourquoi tous les autres ont eu leur indépendance et pas nous, c'est pas normal. Et donc évidemment à ce moment-là une guerre a éclaté et là aussi énormément de femmes tchétchènes. Donc je vous parle ici de 94, mais il y a une deuxième guerre et c'est là où les rapports ont été beaucoup plus clairs. C'était donc la deuxième entre 99 et 2000, 99 et 2000, où là aussi lors de la prise de Grozny, beaucoup de femmes tchétchènes ont été victimes des Russes. Et c'était terrible parce qu'on les kidnappait devant leur père, devant leurs frères. J'avais lu un témoignage, d'ailleurs je crois que je reprends dans les séances de médias, parce que ce roman je l'ai écrit il y a 20 ans, donc je ne sais plus toujours tout ce que j'ai écrit dedans, mais je me souviens d'un témoignage d'une mère qui disait qu'on avait assassiné les hommes de la famille et on avait violé ses filles devant elle. Et donc les soldats russes, là aussi, comme aujourd'hui en Ukraine d'ailleurs, sont parmi les plus, je vais dire parmi les plus cruels. Non, je crois que tous les peuples sont capables de cruauté. Tous. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste parce que je parle beaucoup, mais je ne voudrais pas non plus prendre le temps d'Aïko. Ah, ça va, 10 minutes. Alors, selon Amnesty, le recours au viol en temps de guerre n'est pas un sous-produit des conflits, mais une stratégie militaire planifiée et délibérée. Le premier objectif de ces viols massifs est d'installer la terreur dans la population civile avec l'intention de les éloigner de force de leurs biens. Le deuxième objectif est de réduire la probabilité du retour et de reconstitution en infligeant humiliation et honte à la population ciblée. Parce que la honte, elle est aussi pour les hommes.
surtout dans certains pays plus que d'autres, hein, où le patriarcat est très puissant et très fort. Le viol est quand même, au-delà du mal que l'on fait évidemment à la personne, notre fille, qui est notre femme, qui est notre sœur ou notre tante, peu importe, il y a aussi une dimension, comme je vous le disais tout à l'heure, de possession. Dans beaucoup de pays patriarcaux, la femme est considérée quand même comme étant la possession de l'homme, de son père, la possession de son frère ou de son oncle, peu importe, de son grand-père. Et donc, au-delà de toucher à la femme, on touche à ce qui appartient à l'homme. Donc, c'est aussi une manière, je pense, dans le viol, d'humilier l'ennemi, de le soumettre. Alors, je vais parler maintenant les 10 dernières minutes qui me restent de mon pays d'origine, l'Algérie. Comme je vous disais en entrée de conférence, donc voilà, l'Algérie a connu 6 ans d'une guerre terrible, avec la France, des millions de morts de part et d'autre, et beaucoup de femmes, encore une fois, violées. Alors, les femmes qu'on violait, alors moi je suis berbère, donc je suis kabyle, et les berbères sont des tribus qui vivaient dans les montagnes de Kabylie. Et il faut savoir que les Kabyles sont les derniers à s'être soumis au diktat français. Donc les Français sont arrivés en 1832 en Algérie. Et les Berbères sont les derniers à s'être soumis. Donc c'est en 1857 que les derniers combattants sont tombés sous la pression française, qui était bien évidemment surarmée. Pour ceux qui ne le savent pas, en Algérie, avant la révélation du Coran au 7e siècle et la venue du prophète, en tout cas des compagnons du prophète, enfin les combattants et les musulmans sont venus islamiser l'Algérie, mais on trouvait des Kabyles qui nous étions là, donc ils nous ont pas arabisés, mais ils nous ont islamisés, donc on est devenus musulmans, mais on a gardé notre culture, notre langue, notre façon de penser, qui est quand même assez différente des Arabes. Et donc les Kabyles sont ceux qui ont résisté le plus longtemps en 1832, et ce sont les premiers à s'être soulevés en 1854 pour justement bouter les Français d'Algérie. Donc là aussi, presque jamais ouvertement admis, car contraire à la loi du pays colonisateur, donc impossible à l'évaluer quantitativement, les viols ou la réduction forcée de femmes indigènes, parce qu'on nous appelait les indigènes bien sûr, à l'état de prostituées ont été pratiquées à une assez grande échelle entre 1954 et 1962 par des membres de l'armée française, sans même parler des BMC, ces fameux bordels militaires de campagne dont bénéficiaient parfois les troupes. Donc on allait chercher des jeunes filles dans les campagnes. Alors je vous donne l'image, hein, c'est des filles qui vivaient, qui allaient chercher l'eau à la rivière, comme ma mère. Ma mère allait chercher l'eau à la rivière, le bois pour cuisiner. Pas d'électricité, pas d'eau courante, des maisons en pierre, comme il y en a peut-être dans l'Espagne profonde, hein, encore maintenant, peut-être plus avec l'eau et l'électricité, mais certainement ces maisons en briques. Donc, vous voyez un peu l'image de ces femmes. Il faut savoir que les Algériens n'allaient pas à l'école, hein, pendant l'époque de la France en Algérie. Les Algériens n'allaient pas à l'école, n'avaient pas le droit d'être scolarisés. Juste 10% de la population indigène, je déteste ce mot, avait le droit de fréquenter l'école. Donc on n'avait pas d'ingénieur, on n'avait pas d'architecte, on n'avait pas de médecin, on n'avait pas de pharmacien. Et quand ils sont partis en 62, eh bien, ils ont tout pris. Ils ont pris leurs intellectuels. Et c'est comme ça qu'on a commencé évidemment à travailler avec ce qu'on appelle des coopérants, parce qu'il fallait quand même reconstruire ce pays. Mais là, je pars vers d'autres chemins. Donc voilà, donc on allait chercher ces jeunes filles dans les montagnes, des petites puces, hein, qui avaient 17 ans, 15 ans, 14 ans, qu'on trouvait dans les champs, qui venaient chercher l'eau dans la rivière, des belles petites jeunes filles, ou qui prenaient du bois. On les kidnappait et on créait des bordels de campagne pour pouvoir assouvir les besoins des soldats qui combattaient justement les Algériens. Ça, c'était. Mais alors, là aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, que dans les années 90, on a commencé à se dire, mais tiens, le viol, ça existe. Mais avant ça, c'est quelque chose qui a été tu. Très peu d'historiens, si ce n'est moi, en tout cas, j'ai jamais réellement trouvé de bouquins qui nous parlent de ce phénomène de viol, aussi bien en Europe, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, les autres conflits qu'on a pu connaître. C'est quelque chose qui n'a jamais été réellement évoqué. Donc c'est vraiment dans les années 90 avec la Bosnie que maintenant on en parle, et que je suis peut-être ici aussi pour en parler avec vous. Alors, Les silences de Médéa, voilà, c'est le roman que j'ai écrit, donc, comme je vous le disais, en 2003. Pourquoi ? Parce que
donc moi, je suis une Algérienne née en Belgique. Donc mes parents viennent d'Algérie. Et quand j'allais en Algérie avec mes parents en vacances, et puis je me suis mariée en 89 avec un Algérois, donc un homme qui vivait, enfin qui a grandi en Algérie. Donc j'y allais beaucoup. Et un jour, je suis allée à Médéa. C'était en 1990, je pense, en 1990. Et je suis tombée amoureuse de Médéa. Je me dis, waouh, ce village est juste magnifique. C'était un village, vous savez, pour y avoir accès, il faut prendre des chemins escarpés. Et quand vous tournez, vous prenez un virage, vous avez tout à coup une chute d'eau comme ça. Et vous dites, waouh, c'est un village qui m'avait vraiment marqué par sa beauté. L'image de la Bore n'a rien à voir. C'est pas du tout le désert. Je sais pas pourquoi ils ont pris cette image-là, mais c'est vraiment vert. C'est un petit village suisse, Médéa. Et puis, bon, voilà, 93, 3 ans plus tard, on n'a pas d'Internet, donc on savait que la guerre civile, mais on n'a pas le temps de parler de ça, mais la guerre civile s'est installée en Algérie, et j'entendais régulièrement encore des massacres à Médéa, encore des viols à Médéa. Et je me dis, mais oui, Médéa, parce que c'est tellement facile de commettre ces crimes et de remonter dans les montagnes. Vous savez, c'est vraiment un petit truc niché au creux d'une vallée. Ben, ils venaient commettre leurs crimes et puis ils remontaient très facilement dans leur... Pourquoi les silences? Parce que les gens qui témoignent disent ça se faisait dans le silence. On pouvait tout à fait venir violer, tuer des gens de la classe à côté sans que nous, ici, nous puissions entendre ou savoir ce qui se passe à côté. Ils avaient une technique de mettre en place du silence autour de leurs actes effroyables. Et donc j'entends parler de ça, et puis j'entends parler de ces viols. Et je me dis, mais comment c'est possible? Moi, je suis d'origine algérienne, je connais l'Algérie, je connais les Algériens, à quel point ils sont protecteurs avec leurs femmes, parce que je vous parlais tout à l'heure de viol d'ethnie à une autre ethnie. Là, c'est intra-ethnique. C'est des frères qui violent la voisine, qui volent la copine d'enfance. Donc, j'ai essayé de comprendre le mécanisme. Je me dis, mais comment c'est possible? Jusqu'où l'horreur peut aller? Pourquoi? Et donc, c'est comme ça que j'ai travaillé sur ce roman-là, qui, en quelque sorte, parle de Zora, qui va être violée qui va être kidnappée dans son village, qui va être violée et qui va être laissée pour morte. Et toute l'histoire, c'est comment on se reconstruit. Parce que je vous parlais tout à l'heure de l'acte en tant que tel, horrible. Mais la question, c'est aussi comment on continue à vivre. Qu'est-ce qu'on prend de ça? Ou comment on dépasse ça? C'est toute la question du roman. Et là aussi, pendant très longtemps, j'ai essayé de comprendre la dynamique psychologique. Il faut savoir qu'en Algérie, les filles qui ont connu le viol, soit la plupart du temps, on les tue après. Bon, bien sûr, on les viole et puis on les tue. Celles qui survivent, elles reviennent brisées. Pas de système d'aide psychologique, donc suicide, folie ou prostitution. Parce que tant qu'à faire, puisque je suis salie, autant que je gagne de l'argent avec ce corps sale. Donc il faut savoir aussi qu'on ne revient pas de ce drame-là comme avant. Et donc moi j'ai essayé de comprendre, je vous invite à le lire évidemment, j'ai essayé de comprendre comment on fait, comment on se reconstruit, comment on vit avec ça, tout simplement. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Merci.